Salam alaikum, Azul, bonsoir. Maintenant, nous commençons à y voir plus clair, à voir plus clair dans le jeu du régime, même si des zones d'ombre demeurent, et c'est peu dire. Oui, nous commençons à y voir plus clair, parce que tout ce qu'entreprend ce régime est cousu de fil blanc, parce qu'il tente de récupérer le mouvement citoyen, et parce qu'on ne surfe pas sur la vague avec des rangers. Oui, nous savons que le régime est décidé à ne pas partir, qu'il joue la montre, qu'il investit dans l'essoufflement, mais pas seulement, puisqu'il met en marche toutes les habituelles méthodes de la subversion pour hâter le pourrissement, réduire le nombre des manifestants, fermer les accès d'Alger, semer le doute, voire même la discorde, la division, la haine. Et les Algériens découvrent aujourd'hui, eux qui étaient encore dans l'euphorie de leur retrouvaille avec la dignité, qu'un coup d'État soft s'est produit dans une sorte d'embrouillamini, de savant escamotage. Oui, il est bien question de coup d'État, puisque le chef d'état-major s'est retrouvé presque tout naturellement dans le costume du chef de l'État. Il a usé de cette vieille méthode des arts martiaux qui consiste à se servir de la force de l'adversaire pour le culbuter. Oui, il s'est servi du mouvement citoyen pour mettre tout le monde devant le fait accompli. Jusque-là, le chef de l'armée a toujours déclaré avec force, profession de foi, que l'armée s'interdit absolument de faire de la politique et qu'elle se confine d'elle-même à ses seules prérogatives constitutionnelles de défense de la sécurité du pays contre le terrorisme et les agressions extérieures. Très bien. Dans la réalité, nous savons tous qu'il n'en est rien et qu'il n'en a jamais été ainsi, puisque c'est le commandement de l'armée qui a toujours décidé de tout ce qui se passe dans ce pays, et tout particulièrement de la désignation du président de la Zama République. Mais les patrons de l'armée faisaient tout pour faire croire le contraire, même si c'est l'état-major qui a imposé le 4e mandat de M. Bouteflika, qui a tenté de passer en force pour le 5e mandat, pour le même Bouteflika, qui a protégé la fratrie de ce monsieur dans sa prise d'otage de tout le pays, de la protection de la Essaba, dont la meilleure traduction est mafiocratie. Le formidable sursaut de dignité des Algériens allait provoquer une réaction des chefs de l'armée que personne n'avait prévue. Le même chef d'état-major, qui avait tout fait pour imposer l'otage de la fratrie à un 5e mandat, allait commencer par couvrir une triple violation de la Constitution, qui consistait en un véritable coup d'État. Prolongation du mandat en cours, alors qu'il était fini. Invalidation des élections présidentielles, alors que des candidats avaient tout fait, remplir les conditions pour présenter leur dossier. Nomination d'un nouveau président du Conseil constitutionnel, alors que le chef d'État n'avait plus le droit de le faire puisque son mandat était fini. Et nomination d'un vice-premier ministre, poste qui ne figure pas dans la Constitution. 4 violations de la Constitution en un seul coup. Pauvre Constitution qui a battu le record historique des violations. Mais les Algériens ne baissèrent pas les bras et redoublèrent de manifestations. Ils étaient 20 millions dans la rue. Presque tout le corps électoral. Celui-là même qui boycottait toutes les élections du régime. Alors, quand il n'y ait plus d'alternative, quand l'Algérie devint sous les feux de la rampe du monde entier, le même chef d'état-major, qui refusait l'application de l'article 102, convoqua lui-même l'article 102. Le président Bouteflika fut démissionné sans ménagement. Un chef d'État provisoire fut désigné sur la base d'une constitution qui n'était invoquée que quand elle servait des visées du régime, puis rangé
quand elle lui était contre-productive. Et du jour au lendemain, le chef d'état-major ne parla plus des missions constitutionnelles de l'armée, mais il lui en inventa de nouvelles, comme celle d'accompagner la transition, de s'investir dans la lutte contre la grande corruption, de convoquer la justice, de lui désigner des coupables, choisis avec soin parmi des généraux, des politiques, des oligarques et même un Premier ministre. Et le chef d'état-major entra subrepticement d'abord, puis de plus en plus ouvertement, dans le rôle qu'il s'était attribué de chef de tout le pays. Et il se produisit une mutation que rares furent ceux à l'avoir remarqué. Le chef d'état-major ne déclamait plus que l'armée ne faisait plus de politique. Bien au contraire, il ne faisait plus que ça, désormais. Et en s'assumant, il se mit à déclarer publiquement que l'armée allait accompagner les élections, la transition, et se mit même en scène lui-même dans une sorte de rituel. Les Algériens sortaient chaque vendredi, ok, qu'à cela ne tienne. Alors lui allait faire un discours chaque mardi. Et à chaque fois devant une structure, depuis une structure militaire dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un peu comme pour occuper l'espace après avoir investi le champ politique. Et le plus singulier dans ce coup d'État qui ne dit pas son nom est que le chef d'état-major est en train d'invoquer une constitution qu'il est lui-même en train de violer, de transgresser tous les jours, puisqu'elle lui interdit de se mêler de politique. Nous ne savons pas encore ses intentions, sauf qu'il est la partie la plus visible d'un système dont nous ne savons pas encore qui il veut désigner à la tête de leur République. Mais il semble oublier que les Algériens sont encore dans la rue et qu'ils ont promis que plus jamais ils ne permettront à quiconque de les priver de leur souveraineté sur leur propre pays. Demain sera le 11e vendredi de la Révolution tranquille, peut-être celui de la plus forte réponse du peuple algérien à tout le régime. حنايا ديجا من ولاية سطيف درنا مبادرة هذه نشوفوا استفتاء حول قبول تمثيل الحراك الشعبي أو لا. يعني اسكو الشعب راهو قابل بالتمثيل ولا راهو ما نقعدوش يعني نهضروا هكذا برك تسمى نديروا ديسيزيون مليحة وتبان الاستفتاء هذا كيما تشوف فوالا دير الصوالح تشوف كاين وي والنو وقابل مش قابل كلش بالشفافية والنزاهة كلشي يبان بالعين المجردة قبل ما تبدا تحسب واش باين لو مومون يعني ما كاينش بزاف الغاشي اللي جاي فوتي مي بون اسبيرون بالك راح نزيدو نكملو نديروها غدوه باش تكون على الغاشي اكل ان شاء الله تكون في ولايات اخرين اسبيرون نديروها في دي ولايه واحده اخرين. احنا واش نحوسوا طبقا تمشي المرحله الاولى هكذا حتى الانتخابات الجيش ضمن لنا بلي راهي كاين انتخابات نزيهه ويحمي لنا الانتخابات ويحمي الصندوق ويحمي الناس كامل صح ولا لا؟ بما انه كاين انتخابات نزيهه اسمح لي نهضر معاك لا ما يروحوش نمشيو بها بالسعوديه ونمشي لا الجيش اسمح لي الجيش ضمن يروحوا لا ما هذو يروحوا. شنو واش رايك في اللي جا اللي دار المبادره هذه؟
سي فافورابل سي فافورابل بور تو الموند. ولازم نديروها في ولايات اخرى ونزيدوا نكثروا. بيان سور بيان سور. واش رايك في المترشحين اللي نجيبوهم هذو؟ ما نعرفهمش ان شاء الله كي دوك نفوتيو عليهم نديروا نجيبوهم ونخيرهم ونفوتيو عليهم. جو سوي افيك ان شاء الله مع الحراك. مع الحراك انا بيان سور. ان شاء الله. جو سوي ان فيس دو لا فيل ان فيس دالجيري واش صح. ولد الوطن عايش لهنا ولادي لهنا كلشي لهنا. ينحونا هذا العباد هذا الرموز هذا ما نقبلوا حتى واحد منهم. واش ما عطاونا هما ما عطاوناش خلونا في الشر خلونا في الهلاك وخلونا داو كلش ليهم صرفوا كلش ما خلاو والو. جو سوي pour les manifestants, je suis avec les manifestants et j'espère que ça va réussir. Algérie, l'état-major ouvertement au pouvoir. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Ounoren, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Tahar Sisserir, militant des droits de l'homme. Merci Tahar d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir invité. Mehdi Bsikri, journaliste et militant pour la démocratie. Mehdi, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, merci pour l'invitation. Alors, nous aurons aussi au téléphone pour de courtes interventions Jamila Harshawi, Hassan Moussi, Rahat Mghlaoui, Karim Tabou, qui nous ont demandé de les libérer tôt, ils ont affaire. Nous allons commencer par Jamila Harshawi, merci d'être avec nous. Jamila Harshawi. Jamila. Oui. Je vous salue, je salue vos invités aussi. Merci. Alors, Jamila Harshawi, en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer, des Algériens qui sortent chaque vendredi, un chef d'état-major qui s'exprime chaque vendredi quasiment, et même mercredi et mardi et mercredi, et une prise directe du pouvoir qui ne se cache même pas, puisque M. Gaïd Saleh ne nous dit même plus que l'armée ne s'occupe pas de politique. Bien au contraire, il nous affirme haut et fort qu'elle ne fait que ça. Eh bien, justement, avant de commencer, نحيي الشعب الجزائري اللي مازالوا صامد وبالخصوص le peuple تاع جلفة يعني أحرار جلفة اللي n'ont pas cédé au chant des sirènes. Les gens qui veulent diviser, apparemment, ils ont pris des gens de l'ancien FLN pour باش ينوضوا الفتنة. Voilà. Donc, par rapport à Gaïd Salah, en fait, je trouve que c'est très, très dangereux ce que la junte est en train de faire. J'ai le sentiment qu'ils ont carrément pris en otage l'armée. Ils ont transformé l'armée populaire nationale en parti politique, carrément. Cette junte a une emprise totale sur le pouvoir. Donc, c'est clair que les gouvernements qu'ils font et qu'ils défont ne sont que le vernis. C'est tout. وهاد القايد صالح justement شكون اللي عينوه est-ce que c'est pas Saïd Bouteflika c'est pas Bouteflika c'est pas les Bouteflika en fait c'est un abus de pouvoir. Mais justement on n'entend plus parler des Bouteflika, ils ne sont pas inquiétés, il semble qu'ils soient encore à la présidence. Il semble que M. Saïd Bouteflika se sert même des moyens de la présidence pour communiquer, pour se déplacer. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ça veut dire quoi? Ben, écoutez, c'est clair qu'ils doivent être toujours, je veux dire, ils doivent avoir les leviers du pouvoir. Je ne sais pas ce qui a été négocié quand ils ont été le chercher des Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas ce qu'il y a eu comme pacte entre ces criminels, les criminels des Émirats et d'Arabie Saoudite. L'affaire Khashoggi, elle a, je veux dire, elle a tout dévoilé, en fait. C'est un secret pour personne. Qu'est-ce qu'ils ont négocié? Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, c'est clair que les Bouteflika, ils sont toujours là, hein, ils sont aux commandes. Donc, toutes ces gesticulations qu'ils sont en train de faire, la justice sur injonction, etc., tout ça, c'est du cinéma, c'est la dictature au sens propre. Et puis, c'est du cinéma. Moi, je ne crois pas à toutes ces gesticulations par rapport à la justice. Et puis, de quel droit Gaïd Salah, il ordonne à la justice, si nous étions réellement dans un état de droit, il n'aurait pas pu donner des ordres à la justice.
il aurait lui-même été rappelé, justement appelé par la justice, il aurait été traduit en justice. Merci, Jamila Harshawi, au plaisir de vous revoir. Et Karim Tabou est avec nous. Karim Tabou, président de l'UDS, personnalité très en vue en ce moment, très remarquée, très demandée un peu partout dans le pays. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamal. Merci de l'invitation. Bonsoir à tous les invités. Merci. Alors, Karim Tabou, aujourd'hui, nous avons donc traité, plutôt nous proposons à nos invités de traiter de ce coup d'État soft qui ne se dit pas, qui ne dit pas son nom, mais qui n'en est pas moins effectif, puisque aujourd'hui, le chef d'état-major ne nous déclame plus ses professions de foi, que l'armée algérienne se confine à ses seules prérogatives constitutionnelles. Bien au contraire, il affirme faire de la politique et ne faire que de la politique. En tout cas, l'institution militaire n'a jamais été en dehors des jeux politiques depuis 1962. Bien au contraire, il a été dans tous les coups d'État qui se sont produits, que ce soit le lendemain d'indépendance. C'était l'armée des frontières qui prend le pouvoir par la violence. En 1965, c'était la même chose. Et je passe sur tous les épisodes des coups d'État. Moi, personnellement, je me faisais pas le moindre doute. Par 2 fois, j'ai accompli personnellement des actes politiques par lesquels je voulais attirer l'attention autant de la classe politique que des médias. D'abord, ma sortie fracassante de la réunion de l'opposition, j'avais insisté devant tous les partis politiques sur le piège de l'article 102 et j'avais particulièrement insisté pour que la classe politique ne se rende pas complice d'une manœuvre qui, en fait, c'était la manœuvre d'El Gaïd déjà à l'époque, et moi je le savais bien, et ça faisait partie donc des raisons qui m'ont poussé à mettre en échec, à tenter de mettre en échec cette réunion, puisqu'il était évident que l'application de l'article 102 allait permettre à Al-Gaïd Salah et à l'Aïsaba de se cacher derrière un subterfuge de procédure constitutionnelle pour empêcher le vrai débat sur la crise politique. La deuxième fois, je me suis adressé personnellement au chef d'état-major, lui faisant porter la responsabilité, mais surtout le faisant sortir de son terrier pour lui dire que vous avez fait le coup d'État, vous exercez le pouvoir, vous vous dressez contre la révolution, vous rendez complice avec l'Aïsaba, vous êtes en train de protéger l'Aïsaba, vous êtes la tête de l'Aïsaba, et il fallait le dire, il fallait décomplexer le débat. Si jamais vous connaissez bien, d'abord à titre de militant, mais surtout à titre de journaliste, toutes les brisures qu'il y a dans la société et le poids que ça entraîne comme blessure, comme brisure, comme émotion que d'évoquer dans un débat d'institution militaire. Et la classe politique, malheureusement, qui devait avoir le courage de poser ce débat, en tout cas, cette question-là, il va être posé à chaque fois qu'on a envie d'aborder la question démocratique, à chaque fois qu'on a envie de parler d'une constitution pérenne, de l'état de droit, de la démocratie, de vraies élections. Au centre de tous ces débats, nous allons devoir traiter la question de l'institution militaire, de son rôle, de son territoire constitutionnel. Je m'excuse l'expression territoire constitutionnel, je sais de quoi je parle, parce que il semble que le Gaïd maintenant défier la politique, défier les partis, défier la société, défier tout le monde. Mais bien sûr que depuis le 30, et je pense si jamais peut-être c'est un détail, mais j'y tiens vraiment que ce détail-là soit remis en avant. Souvenons-nous, le 30 mars, il y a un communiqué qui a été rendu public par la présidence qui annonce que le président de la République allait démissionner, donc avait pris la décision de démissionner avant le 28 avril, et que dans le même communiqué, on nous apprend que le chef de l'État, donc Bouteflika, allait prendre des mesures importantes pour la gestion de la transition et pour la pérennité de l'État. Le lendemain, un autre communiqué qui vient de la présidence qui annonce que le chef d'état-major a été relevé de ses fonctions.
Souvenez-vous des deux chaînes de télévision qui, avant le deuxième communiqué, avaient annoncé que le président de la République était en situation de respiration artificielle. Donc le coup d'État est accompli. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un communiqué qui porte le cachet de la présidence qui soit démenti par l'institution militaire. C'est du jamais vu. Et ce jour-là, c'était le coup d'État qui fut accompli d'une manière claire. Et dès lors que ce communiqué a été démenti par l'institution militaire et le cachet de la présidence de la République était repris par le Gaïd, il était évident que le Gaïd allait donc s'occuper du reste. Mais le lendemain, souvenons-nous... Karim Tabou, oui. Est-ce que cette obstination, cet aveuglement est de l'ex-présidence Bouteflika, mais qui en fait c'est Saïd Bouteflika, et de Gaïd Salah. Un Saïd Bouteflika qui déclare à Nazar, qui déclare au général Nazar, qu'il était prêt, si les Algériens refusaient cette option du 5e mandat, à décréter l'état d'urgence ou l'état de siège. Ça veut dire qu'il allait recourir à l'armée, cette armée qui semblait lui être opposée. Et d'un autre côté, un Gaïd Salah, chef d'état-major, on ne sait pas qui sont derrière lui, qui déclare tout de go, malgré les 20 millions d'Algériens qui sont dehors et qui disent qu'il n'est pas question d'aller aux élections le 4 juillet, et qui dit « vous irez aux élections ». C'est quoi cette obstination? Est-ce qu'ils ne craignent pas que ça nous mène droit au mur? Franchement, si Jamel, par respect à tous ceux qui suivent nos émissions, par respect à vous également, je ne peux pas en faire d'un propos d'un tueur, d'un sanguinaire comme Nazar, comme un propos référent. Mais toutefois, pour moi, je pense que cette Isaba باللغة العربية, c'est un mot fort. En langue française, c'est une bande de voyous, hein, pour traduire. C'est une vraie mafiocratie, comme tu le dis, si Jamal. Et il y a trois éléments qui cimentent les éléments faisant partie de cette mafiocratie. Il y a d'abord les questions de moralité. Ils sont d'une immoralité à l'infini. Il y a également le deuxième ciment, c'est le fait qu'ils se sont rendus responsables de crimes politiques, de crimes d'assassinat, de crimes de mort d'hommes. Et j'assume ma responsabilité sur mes propos, mais également le ciment qui colle tous ces éléments-là en même corps, c'est les pratiques de corruption. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le Gaïd Salah soit suffisamment libre, disposant d'une autorité quelconque pour défier ces trois choses qui le tiennent par les pieds, et bien sûr qu'il est devenu le protecteur direct de l'Isaba. Il utilise une institution qui est l'institution militaire, qu'il a transformée en une structure politique. Vous le voyez bien, déclamer des discours. Lesquels discours? Ils sont rédigés probablement par les mêmes personnes qui rédigeaient les lettres de Bouteflika. La seule différence, c'est que à l'époque, on nous présentait ces lettres à travers des personnes, des conseillers à la présidence. Aujourd'hui, ils sont déclamés par le chef d'état-major. Merci. D'une manière très médiocre, qui renseigne également sur la manière dont se préparent ces shows médiatiques, ces opérations médiatiques. Mais en tout cas, en finalité, le Gaïd Salah aujourd'hui est loin d'être un homme qui porte une quelconque conviction, une quelconque morale politique. C'est un homme qui est là, qui est capable d'utiliser tous les procédés possibles pour tenter de casser le mouvement. Mais en tout cas, les Algériens, malgré l'hésitation de la classe politique, si Jamel, j'insiste sur ça, il y a peu de partis politiques qui prononcent le nom Gaïd Salah. Il y a peu de partis politiques qui le disent très clairement que c'est un coup d'État de Gaïd Salah qui veut s'accaparer le pouvoir et qui veut tout simplement soumettre tout le pays. Il veut transformer l'Algérie en une grande caserne de la Méditerranée. Merci, Karim Tabou. Il veut soumettre les gens à cette logique. Merci. Et je pense que nous devons faire un effort supplémentaire
pour expliquer, mais surtout pour éclairer l'opinion publique. En tout cas, dans la rue, on a bien vu le vendredi passé cette capacité des Algériens à déjouer les scénarios, mais surtout à montrer leur niveau de conscience. Ils l'ont bien dénoncé. Il y a eu des marches où ils ont très clairement demandé son départ. Merci Karim Tabou, au plaisir de vous revoir. Alors, mes chers amis, donc voilà, nous parlons désormais de coup d'État à blanc, de coup d'État soft, de coup d'État en douceur, comme on veut. À votre avis, qui se lance? Merci. Baraka, c'est quel compliment. C'est pas du tout un compliment, mais bon, on accepte. Pourquoi dire non, je crois qu'on l'avait déjà dit dans une émission précédente, où que M. Gaïd Salah, véritablement, a organisé un putsch. Ouais. Un putsch constitutionnel et institutionnel. Je pense qu'il dépasse largement ses prérogatives fixées par la Constitution. J'avais même dit, et j'ai même dit la phrase suivante, je mesure mes propos, il a un politburo. J'ai parlé de bureau politique au sein de l'armée, mais il ne comprend pas, au-delà du fait qu'il dépasse carrément, vous l'avez si bien dit dans l'édito, à convoquer l'article 102. Deuxièmement, il a fait des actes anticonstitutionnels quand il parle pratiquement de donner ordre à la justice, donc d'instruire les dossiers qui étaient en sous-main, etc., etc. Ça ne relève pas. La révolution n'a pas besoin de tuteurs. Et en plus, j'avais dit, le fait de sacrifier M. Barbara Bedot, homme d'affaires, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On n'a aucune information sur les dossiers. Il faut signaler aussi qu'il n'y a pas de communication institutionnelle par le procureur de la République qui dit voilà les raisons pour lesquelles M. Barbara a été mis en mandat de dépôt, ou M. Ali Haddad, ou les frères Kouninef, ou d'autres qui vont arriver. On ne peut pas rester dans ce no man's land. On a besoin d'être informé. En plus, je ne comprends pas le chef d'état-major, ce qu'il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. Il a la capacité de comprendre, il a ses spin doctors, il a ses conseillers. C'est que la rue et cette révolution n'a pas besoin de tuteur, M. Jamel Benchenouf. C'est ça qu'il faut comprendre. Lui, il a choisi l'ordre constitutionnel en convoquant l'article 102. Nous accompagnerons la transition. Et maintenant, on ne parle plus de transition. Mais je vais revenir un peu plus en amont. Oui. Rappelez-vous, on avait même fait une émission, vous et moi, ici, quand il a dit « je sécuriserai les élections ». Absolument. On avait même dit qu'il va sécuriser la fraude. Les résultats. Voilà, plutôt la fraude. Donc il n'est pas à son C'était une réponse coup. à son alter ego du DRS. Tout à fait. Pour lui dire que cette fois-ci, ce n'est pas vous qui trafiquerez les élections, mais nous. Par rapport à tout ça, je pense qu'il serait temps que M. Gaïd Salah puisse comprendre la réalité des choses, ce que dit le peuple dans la rue. On peut être d'accord avec le peuple ou ne pas être d'accord, ce n'est pas le débat. Mais le peuple unanime ne peut pas envisager une transition avec des gens du système et à l'intérieur du système. Ça, ce n'est pas possible. Il le dit, oui, et ça prend tout son sens. Mais en deuxième lieu, il faut signaler aussi que le fait que M. Ben Salah soit président de l'État, constitutionnellement, ça peut passer. Mais la rue a dit on ne veut plus de chef de l'État. Oui, chef de l'État, pardon, vous avez raison. Mais la rue dit on ne veut pas avec cette constitution. Se pose à nous, par contre, après, c'est de voir la rue. Et M. Tabou a raison de dire que l'opposition est tétanisée à la fois par M. Gaïd Salah ou par l'armée, où elle attend un strapontin quelconque pour pouvoir participer à cette transition voulue à l'intérieur du système qui va entraîner la pérennisation des pratiques politiques, qui ne va pas émanciper la population et donner plus de liberté aux Algériens afin qu'ils puissent vivre mieux, travailler mieux, être heureux mieux dans leur pays. Ces questions-là, elles sont fondamentales. Mais une fois que l'opposition est tétanisée, qu'est-ce qu'on a en face? On a la rue. Comment, et on l'a dit souvent, comment trouver un compromis historique entre la rue et l'armée pour sortir, je dis bien l'armée. Une transition. Une transition. Parce que le régime ne peut pas disparaître comme une bulle de savon. Il faut un moment qu'il parte progressivement. Mais ça, ils ne semblent pas le comprendre, ils ne veulent pas le comprendre. Et en supplément à ce que vous dites, la transition, elle ne peut pas se régler en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. Il s'agit au minimum de 3/4 d'une génération, au moins une quinzaine d'années. On a souvent parlé d'état profond, on a souvent parlé... Vous allez faire peur aux gens, là. Mais non. Ils vont se dire, si on doit se traîner ces gens encore 15 ans... Non, à partir du moment où est actée la solution politique à l'Algérie, ce n'est pas une solution militaire, une solution politique avec les citoyens, parce qu'elle doit s'articuler autour de toi, la transition, autour de la citoyenneté, autour des droits de l'homme, autour des libertés individuelles. Pour arriver à un véritable état de droit. Un véritable état de droit, et ça prend du temps. Par contre, il est inconcevable qu'un jeune de 20 ans puisse dire c'est M. Ben Salah qui va assurer la transition, c'est M. Bedoui qui va assurer la transition. Au Portugal, par exemple.
Portugal, ça s'est fait très vite. L'armée a pris le pouvoir, elle a délogé ses propres responsables, les colonels, elle les a balayés, et elle a remis tout aussitôt le pouvoir au peuple. Et le peuple a vite instauré un état de droit qui est aujourd'hui l'un des meilleurs états de droit du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que la rue, même si elle a une partie de la solution, les marches à millions, elles ne peuvent pas promouvoir un citoyen, 10 citoyens, 15 citoyens. Il faut trouver les mécanismes avec lesquels il y aurait un mix, c'est-à-dire les partis véritablement d'opposition qui ont fait leur preuve, qui ont un parcours de militants, les corps intermédiaires, toutes les associations qui n'ont pas été clientélisées par le système, et il y en a les syndicats libres, et c'est la jonction de tous ces éléments-là qui pourront faire accompagner la transition, mais à ce moment-là, la dialectique, elle ne se fera plus avec l'État, parce que l'État, il n'y en a plus. On n'a plus de gouvernement, on n'a plus de président de la République, les institutions, la PN n'existe plus, le Sénat ne travaille plus. Où est-ce qu'on va? Alors, la réponse de la jeunesse à la baraka? Alors, en fait, je pense que Gaïd Salah, il est dans une optique suicidaire. D'accord. Peut-être qu'il est inspiré par Sisi ou par un autre dictateur, mais il faut voir la réalité du terrain. C'est-à-dire tout ce que peut faire Gaïd Salah, il ne va pas réussir. Parce que dans la rue algérienne, dans les places, il y a 20 millions. N'importe quelle puissance, n'importe quel pays, n'importe quel despote ne peut pas détourner, ne peut pas s'opposer éternellement à 20 millions de citoyens. Tout le corps électoral. Même les États-Unis, même la Russie ne peuvent pas s'opposer à 20 millions d'Algériens dans la rue. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand Gaïd Salah vient avec ses communiqués en accusant les politiques de dénigrer l'armée, en accusant les quelques citoyens qui osent s'exprimer de dénigrer l'armée. Non, il faut toujours rappeler à Gaïd Salah que l'armée, c'est la propriété du peuple algérien et de l'État algérien. Que les services de renseignement, c'est la propriété du peuple et de l'État algérien. Et que l'armée et les services de renseignement doivent être en dessous de l'État algérien. الدولة الجزائرية من الفوق والجيش والمخابرات من تحت الدولة. Que pensez-vous de cette histoire d'El Djelfa? On nous avait dit que la population d'El Djelfa s'était mobilisée pour apporter son soutien à Gaïd Salah. Il a semblé que ce n'était pas ça du tout, que c'était quelques dizaines seulement de gens organisés, mais que la population d'El Djelfa les a chassés. Alors là, c'est un exemple concret. Une fois, il n'y a pas très longtemps, Jamal, je vous disais que sur Facebook, il y a peut-être les mouches électroniques, qui ont un discours de racisme, discriminatoire, qui essayent de créer la discorde entre les Algériens. Et je vous disais que, mais sur le terrain, c'est une autre réalité. C'est vrai. Aujourd'hui, les Algériens sont unis sur un seul slogan. C'est-à-dire, moi, je peux vous donner la traduction, la traduction politique de Tinhaouga. Moi, je vous dirais tout de suite que c'est la constituante. Mais ce n'est pas grave. On peut parler de la constituante plus tard, c'est-à-dire à l'issue d'une période de transition démocratique. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Algériens, qu'ils soient arabes, kabyles, chaouis, mzabi, zennati, tergui, ils sont tous unis pour le même objectif. C'est-à-dire que le régime Hadaya, c'est-à-dire que ce jeune mais il y a des gens qui tentent de les diviser. Mais ils ne peuvent pas. Qui mettent le paquet pour ça. Mais ils ne peuvent pas, Jamal. Ils ne peuvent pas, Jamal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le régime est bloqué avec un logiciel des années 70 ou 80, si par exemple la police politique, l'ancien DRS, actuellement DSS, essaie de diviser la société, ils ne peuvent pas. C'est bon, les Algériens sont unis. C'est bon. Aujourd'hui, ils ont gagné en maturité, Mehdi. Bien sûr. En plus de ça, les Algériens ont non seulement surpassé l'agenda du régime, mais ils ont également surpassé la classe politique. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur ce qualificatif de coup d'État en douceur? Est-ce que nous sommes en train de vivre un coup d'État qui ne se dit pas? En fait, le coup d'État, c'est contre le peuple algérien. Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui a délogé le Bouteflika, c'est pas Gaïd Salah, c'est le peuple algérien. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas 8 millions d'Algériens dans la rue le 22 février et les vendredis d'après, l'état-major de l'armée n'aurait pas pris cette option de faire démissionner Bouteflika à travers l'article 102. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que même si Gaïd Salah pense à se pérenniser dans le régime, il ne pourra pas. Peut-être que je suis optimiste, mais cet optimisme provient de la réalité du terrain. Peut-être que parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de rester dans la combus, parce que s'ils partent tous, les secrets vont remonter. Et c'est des secrets terribles, terrifiants, ils le savent. Que si leurs secrets sont connus des Algériens demain, ça va être terrible. C'est pour ça, peut-être, qu'ils s'acharnent à vouloir rester sur place. En fait, ça veut dire que dans le système, il y a un bon nombre d'éléments du système qui pensent que s'ils quittent le pouvoir,
automatiquement ils sont emprisonnés. Voilà. Ils sont dans cette Et logique. si le peuple algérien leur donnait des assurances de ne pas les poursuivre, pensez qu'ils partiraient? En fait, alors, ça veut dire si on étudie les périodes, les transitions qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, Oui. d'accord, et si, par exemple, les Algériens rédigent un modèle de transition qui est propre à l'Algérie, qui est propre aux Algériens, ça peut se poser. C'est un débat. Moi, personnellement, je ne suis pas pour. Oui. Moi, personnellement, je ne suis Oui, pas pour. d'accord. Moi, c'est-à-dire tout l'argent qui a été délapidé et tous les Algériens qui ont été emprisonnés injustement, Tués, torturés. voilà. C'est-à-dire, moi, sincèrement, je me mettrais à la place du père de famille, de la mère de famille, et qui réclame justice. Après, s'il y a un autre Algérien qui me dit non, moi j'ai un autre avis, c'est un débat. Cela relèvera de la C'est un volonté du peuple. Non, parce que le plus important dans une période de transition démocratique, c'est la justice transitionnelle. Oui. Très bien. Moi, par exemple, période de transition démocratique, moi je la vois en un an. Mais le plus important, c'est qu'elle soit menée par la société. Tahar? Tout d'abord, en fait, entendre parler de la justice alors que le cœur de la corruption, c'est les généraux, hein, parce que les généraux ont organisé un système propre à eux, avec des hommes d'affaires de façade. Moi, j'ai déjà parlé en fait de cas de Moussaoud Zeggar, qui était un élément de Boumediene. Hein. Ils ont profité il a profité en fait des privilèges offerts par Boumediene pour s'enrichir. Hein. Il avait beaucoup d'argent. Donc en 1983, donc, ils l'ont appelé, soi-disant, pour faire des affaires avec lui. L'argent de Zeggar se retrouve actuellement à l'intérieur des comptes des généraux. Donc, les généraux ne sont pas là pour réclamer Moi, justice. je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je connais un peu l'histoire de Zeggar. Zeggar, qui a toujours fait partie du régime boumedienne, hein, je n'en disconviens pas, des Boussov, des Boussov Boys. Ouais. Mais Zeggar a fait l'essentiel de sa fortune à l'étranger. Hein. Moi, je il n'a pas autant profité les barbelés. Mais je vous laisse acheté à un dinar symbolique, quand même presque 1000 km en fait, de barbelés à un dinar symbolique. C'est un moyen en fait de oui, mais plus proche de nous, s'enrichir, plus proche de nous. Plus proche de nous. Mais je vais aller plus loin. Hein, je vais aller plus loin. Donc aujourd'hui, les généraux, la plupart, c'est eux qui gèrent l'importation de sucre, c'est un général, l'importation même de sel, c'est un général. Tout passe par eux. Donc on ne peut pas installer une entreprise, on ne peut pas faire une affaire en Algérie sans passer par un général. Donc la corruption tourne autour en fait de l'état-major. Je ne parle pas en fait des simples militaires parce que ce sont des enfants du peuple. Donc le problème il est là. Donc est-ce que aujourd'hui on va passer vers une justice parce que lui il parle des dossiers. Donc est-ce que c'est un chantage qu'il veut faire à d'autres? Et nous, on ne veut pas de ça. Hein. Nous, on veut une justice après la transition. Pas de justice avant la transition. Pour le moment, on n'inquiète personne. L'argent du peuple doit revenir au peuple. Et non pas sur les comptes des généraux. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que de les traduire en prison, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre des mesures conservatoires pour les empêcher de faire sortir leur argent en attendant de les juger? Moi, je vous le dis, hein, moi, je le pense et je suis convaincu qu'eux ne veulent pas laisser les autres partir parce qu'ils connaissent le système de l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'ils veulent les mettre en prison, hein, parce que les gens ils croient qu'ils veulent les mettre en prison. Non, ils ne veulent pas les mettre en prison comme ça, hein, parce que si ces gens-là partent et ils quittent le territoire et ils parlent, donc ça va les déranger, ils vont donner en fait ce qu'il y a derrière le rideau, en fait, l'hydra à cette tête qui gouverne réellement l'Algérie. Donc, et c'est ça leur problème. Donc, dire aujourd'hui que en fait, l'institution ou l'état-major va faire en fait va remplacer la justice, c'est scandaleux. Donc, nous voulons une justice indépendante, sans contrainte, neutre. Et ça ne peut pas se faire dans les conditions actuelles. Donc on doit attendre d'abord la transition et ensuite on va parler de la justice. Si c'est une justice, c'est le peuple qui va installer ça et non pas les généraux. Après je reviendrai parce que c'est important. Dans la discussion on parlait en fait de comment. Et c'est important de parler de Nous reviendrons tout à l'heure. Nous allons écouter Gaïd Saleh et puis nous recevrons nos amis qui sont au téléphone. Puis nous reviendrons ici puisque nous avons suffisamment de temps. Nous allons rester 1h30 ensemble. Alors, nous allons écouter M. Gaïd Saleh. توافق وطني لمسناه من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات مختلف ولايات الوطن باستثناء
أقول باستثناء بعض الأطراف التي ترفض كل المبادرات المقترحة وتعمل على زرع النعرات والدسائس بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراها. أقول من يقف وراها. وقد انكشفت النوايا السيئة لهذه الأطراف وفضحتها مختلف فئات الشعب التي عبرت عن وعي وطني متميز وأصيل ورفضت أطروحاتها التي تهدف إلى ضرب مصداقية وجهود مؤسسات الدولة في بلورة وإيجاد مخرج للأزمة. Alors, nous avons avec nous Farhat Maghlaoui, Hassan Moussi. Farhat Maghlaoui depuis l'Algérie, cadre du FIS. Et Hassan Moussi, économiste, analyste politique depuis le Canada. Farhat Maghlaoui, merci d'être avec nous. Farhat Maghlaoui. Assalamu alaikum. Alors, Farhat Maghlaoui, donc nous sommes en train de parler d'une prise du pouvoir, le vrai pouvoir, de façon claire. L'armée a toujours eu le pouvoir. Mais là, ils ne s'en cachent plus, ils l'ont pris ouvertement, ils le gardent et ils affichent même des feuilles de route pour nous dire ce qu'ils vont faire, accompagner la transition, nous disent-ils. Ils ne parlent même plus de transition, ils parlent d'élections pour le 4 juillet que tous les Algériens refusent et rejettent en bloc, sans chercher à en discuter. Alors, Farhat Maghlaoui. Oui, M. Benchenouf, je crois que nous sommes tous d'accord que les militaires ont pris le pouvoir en Algérie en 1962 et depuis ce temps-là, ils l'ont jamais lâché, effectivement. Mais je ne suis pas d'accord avec quelques-uns de vos invités qui disent que nous sommes devant un coup d'État. Même si ce coup d'État, comme vous l'avez qualifié de soft. Moi, je pense que le coup d'État, il a été effectué en 1992. C'est un coup d'État franc. C'est un coup d'État avec les armes lourdes. C'est un coup d'État qui a coûté cher au pays, qui a coûté 10 années de guerre civile, 10 années de pleurs, 10 années de sang, 10 années de déchirement. Et tout ça a été fait, c'est pour que l'armée garde le pouvoir, vous le savez très bien. Après avoir senti qu'il avait perdu à travers des élections libres et transparentes, l'armée est rentrée dans la brutalité, dans la pure brutalité. Maintenant, à mon avis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'armée essaie de garder le pouvoir d'une façon détournée, avec des tergiversations, à travers des mensonges, à travers de la mystification. De toute façon, ces qualificatifs, moi, je les ai toujours utilisés, et ça a été tout le temps les pratiques du pouvoir. Bon, maintenant que le peuple... Mais Farhat Maghlaoui, juste une précision. Vous dites que pour vous, ce n'est pas un coup d'État, mais de façon institutionnelle, constitutionnelle, éthique, l'armée n'a pas le droit de s'occuper de politique. Et M. Gaïd Saleh lui-même l'a déclaré à plusieurs reprises. Il a dit l'armée, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission de faire de la politique. Or maintenant, il fait de la politique et il le dit, il le reconnaît, il le revendique et il l'assume. Donc c'est un coup d'État. Coup d'État contre la Constitution, contre les institutions, contre la morale, contre l'éthique, contre la volonté du peuple qui est dans la rue. Écoutez, je m'explique. Pour moi, le coup d'État franc et direct et brutal, il a été exécuté en 1992. Ça, on le sait, mais c'est une autre histoire. Là, nous sommes dans... Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Nous sommes toujours dans la logique de coup d'État. Donc, pour moi, c'est pas nouveau ce coup d'État. On le qualifie de coup d'État, mais nous sommes toujours dans la logique de coup d'État. L'armée a repris son pouvoir et elle ne va pas le lâcher, apparemment. Parce que, une fois que le peuple est sorti dans la rue, il a demandé, il a exigé qu'il reprenne ses droits. Des rideaux sont tombés parce que le vrai pouvoir, l'armée, a toujours géré le pays à travers des rideaux. Le rideau du 5e mandat est tombé, celui du 4e mandat prolongé est tombé, le rideau de la conférence dirigée par Dakhdar Ibrahimi est tombé, le rideau du gouvernement de Yahya est tombé, tous les rideaux sont tombés et maintenant l'armée se trouve face au peuple.
Alors, je crois que les manœuvres, ce sont des manœuvres politiques qu'il est en train de faire, M. Gaïd Salah. Au lieu de s'occuper de ces manœuvres militaires, comme il le fait chaque mardi, là, il est en train de manœuvrer dans la politique. À plus forte raison, on voit que ce n'est que lui qui communique sur le champ politique. Il y a un effacement total des institutions, entre guillemets, de la présidence, du gouvernement, quant à la communication politique. Donc, on voit bien que l'armée est là. Elle joue mais Farhat Mghlaoui, à votre avis, pourquoi, hormis quelques personnalités et quelques très rares partis politiques dits de l'opposition, pourquoi la plupart des partis dits de l'opposition, pourquoi les personnalités politiques, pourquoi les journalistes, pourquoi les 10 opposants, pourquoi les observateurs politiques ne parlent-ils pas de coup d'État? Pourquoi ne dénoncent-ils pas cette prise du pouvoir direct et non dissimulée par le chef d'état-major? Pour la bonne et simple raison que la plupart de ces partis politiques et de ces personnalités ou de ces associations se gavent de la mamelle du pouvoir. Et sachant très bien que le pouvoir reste toujours en place, donc ils ne peuvent pas se départir de cette mamelle. C'est la seule raison. Et ils croient toujours en la distribution des quotas. Parce que l'armée est toujours là, le pouvoir est toujours là, il n'a pas changé d'un iota. Malgré que le peuple est dans la rue, malgré que le peuple réclame ses droits. Mais ces gens-là n'ont pas encore vu, n'ont pas encore senti le vent tourner. C'est pour ça. Merci Farhat Mghlaoui, au plaisir de vous retrouver. Hassan Moussi est avec nous. Merci Hassan d'avoir répondu à notre invitation. Allô. Allô, Ahlan bik Hassan, merci. Ahlan Jamal, merci pour l'invitation. Je dis bonjour à tous ceux qui sont là avec vous autour de la table, à tous ceux qui appellent. Je venais de prendre une petite minute à écouter notre ami Mghlaoui que je salue. Merci beaucoup. Alors, Hassan Moussi, qu'est-ce que vous pensez, Hassan Moussi, de ce qui est en train de se passer ouvertement, publiquement, sans cacher? Je crois que j'ai entendu Mghlaoui parler de coup d'État ou de pas coup d'État. Je crois que ça tournait un peu autour de cela. Moi, personnellement, Jamal, je n'ai même pas envie de prononcer le nom de tous ces hypocrites au pouvoir. C'est une première des choses. Le peuple a décidé que cette vermine au sommet, au sommet des institutions doivent partir et ils partiront. Le peuple ne fera pas la moitié ou les 2/3 de la révolution. Il la fera jusqu'au bout. Il a été sobre, patient et attentif pendant plus d'un demi-siècle à Jamal, et les pouvoirs successifs machiavéliques l'ont permis et trahi pendant tout ce temps-là, notamment au cours des 20 dernières années. Il ira jusqu'au bout. Pour répondre à votre question et parlons un peu de cette histoire de coup d'État ou pas coup d'État, quel est l'Algérien, Jamal? Quel est l'Algérien qui n'a pas compris toutes ces manœuvres de Gaïd Salah, de Ben Salah et de Bedoui? Quel est l'Algérien qui n'a pas compris que Gaïd se conduit aujourd'hui en président de la République alors que la constitution qu'il vénère ne le lui permet pas du tout? Quel est l'Algérien, Rabbil Alamin, qui n'a pas compris tout ce théâtre, les arrestations, les mises en prison, ces congédiements et nominations choisies et triées au seul coup de Gaïd Salah, de Ben Salah et de Saïd? C'est ça la justice que nous voulons? Gaïd, Jamal, Gaïd, Saïd, Ben Salah et Bedoui sont en train tout simplement d'arroser en douceur le boutefliquisme qui se poursuit en l'absence de Bouteflika. En plus, bien sûr, en plus de vouloir le pousser à l'affrontement, de pousser le peuple algérien à l'affrontement. Mais ce peuple a su et saura éviter tous ces pièges diaboliques. Maintenant, pour répondre à votre question avec beaucoup plus de précision, moi je dirais que ce n'est pas un coup d'État. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent mes collègues. Pourquoi? Parce qu'un coup d'État recourt à l'armée, aux chars, aux blindés, à l'arme, aux armes, etc. Et puis, nos officiers, nos sous-officiers, nos sergents et Junoud, je ne pense pas qu'ils se laisseraient, ce sont nos frères,
ils ne se laisseront jamais embobiner dans cette truc-là. Je dirais c'est une supercherie gravissime pour la continuité du programme de la casse de leur Fakhametou Bouteflika et pour la pérennité de la Issa Berhadi à la tête du pays. Vous m'entendez, Hassan Moussi, qu'est-ce que vous pensez de ces opérations de subversion qui se font de plus en plus présentes, de plus en plus insidieuses dans le même temps, et qui cherchent à diviser les Algériens, notamment entre Kabyles et Arabes. Et ça prend une ampleur assez inquiétante, même si la rue ne s'est pas laissée prendre et si les populations continuent de fraterniser, de dire nous sommes tous des Algériens, vous ne nous diviserez pas. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui sont dans la manœuvre sont très décidés et qu'ils utilisent tous les moyens. Ok. Jamal, aucune chance. Je le dis 3 fois, aucune chance. Aucune chance, l'Aïssa Berhadi au pouvoir, de réussir son coup. Le peuple est uni. Je suis kabyle et fier de l'être. Mais je ne laisserai jamais l'Oran et le Constantinois, le Cheoui, le Sahraoui, l'Arbi et l'Akhar sur la route. Je vais l'accompagner, il m'accompagnera jusqu'au bout. Ça, c'est une certitude. Le peuple kabyle s'est sacrifié. Il a donné sa poitrine dans des moments difficiles. Il s'était servi de chair à canon pour sauver l'Algérie, pour être aux avant-gardes de la démocratie, des libertés, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas aujourd'hui que le peuple kabyle se laisserait berner par un Gaïd Salah ou l'un Ben Salah ou l'un un faux coup quelconque. Mais pourquoi, Hassan Moussi, pourquoi vous parlez seulement du peuple kabyle? Tous les Algériens ont donné leur vie, ils ont combattu. Non, mais vous voyez, ça a tendance, le peuple kabyle... Non, excusez-moi, je voulais arriver tous les Algériens ont donné à ce pays et ils ne laisseront personne les diviser. Attendez, je regrette. Oui, attendez, je vais développer mon point de vue. Non, parce que dans cette histoire-là, quand moi j'ai entendu cette question, je me disais peut-être par rapport à cette conférence de Farhat Menni, je voulais répondre à ce Farhat Menni. C'est juste pour lui dire que les Kabyles, c'est pour ça que j'ai parlé de Kabyles, j'ai dit que les Kabyles ne se laisseront jamais embobiner, pris dans ce piège-là. Que Farhat Menni fasse sa conférence ou qu'il vienne, moi je ne l'expulse pas ce bonhomme-là, qu'il vienne se mettre autour d'une table et que l'on discute. Je respecte tous les projets de société, mais séparer un organe d'un corps malade, je ne le voudrais pas, je ne l'accepterai pas. L'Algérie est aujourd'hui malade. On ne peut pas séparer le Sahara ou le Constantinople ou la Kabylie de cette grande Algérie. Moi, ce que je voulais dire, je voulais ajouter à Jamal, si vous permettez, s'il vous plaît. Oui. Ce que ne veulent pas admettre, encore une fois, ça c'est un sujet, on ne reviendra plus de cette question d'Arabes, de Kabyles, de ceci. On est unis, on l'a démontré sur le terrain. 25 millions d'Algériens marchent. Chaque vendredi, ils l'ont démontré par A plus B, à qui voulait le voir et voulait l'entendre, qu'ils sont unis. Et personne au monde ne pourra les séparer. C'est fini, c'est parti. Tout ce qu'a fait tout ce qu'ont fait ces pouvoirs successifs machiavéliques de 62 jusqu'à aujourd'hui, le peuple l'a cassé. Il va aller sur les bonnes choses aujourd'hui. Pardon Jamal, si vous voulez, je voulais ajouter un point, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Ce que ne veulent pas admettre ces constructeurs du mal, et des catastrophes, ces aliénés mentaux au pouvoir, c'est que chaque vendredi, comme je venais de le dire, c'est 25, 24, 23 millions d'Algériens qui sortent dans le pays pour dire que le passé est passé, que les voleurs, les vols, les dictateurs, les dictatures, la corruption, les corrompus, les corrompeurs, la haugra et les passe-droits, c'est fini. Et c'est définitivement fini, Jamal. Les Algériens ont fait un bon bout de chemin positif ensemble. Ils ne seront jamais divisés. Ils ont acquis, si vous voulez, pas mal de choses. Déjà, je vais citer 2 points et je termine, Jamal. L'unité de tous les Algériens, c'est un des plus grands acquis aujourd'hui. La démission du président, c'est grâce à la pression du peuple, la mise à terre du cadre du président, c'est un acquis aussi. La fuite de certains oligarques aujourd'hui, ou Trapto, zid la lutte des clans aujourd'hui. Merci. Nous irons jusqu'au bout et la victoire n'est pas loin encore une fois. Merci Hassan Moussi, au plaisir de vous revoir. J'aimerais mes chers amis, que nous parlions un peu de ces tentatives du régime. On dirait qu'il a missionné des structures entières, des Baltagia, des cyberbaltagia, des services secrets, voire même des journalistes, on dirait qu'il les a missionnés pour essayer de séparer les Algériens. C'était toujours le cas. Donc,
ils ont tenté à plusieurs reprises en fait, de diviser. Oui. Ils ont agressé des étudiants à l'intérieur de l'université pour les embêter, pour les empêcher en fait, de participer, parce que c'est l'intelligence qui va rajouter beaucoup de choses, qui va faire vivre le débat à l'intérieur de soulèvement. Ils leur ont donné un congé des vacances. Ils ont essayé par tous les moyens en fait, de les diviser de ce mouvement, parce que eux, c'est leur méthode de fonctionnement. Ça a commencé comme ça, parce que entendre dire que les coups d'État commencent en 82, c'est faux, parce que le bureau politique, en 62. Politique en fait, à Tlemcen, contre le GPRA, donc les coups d'État ont commencé en 1962. Donc c'est les méthodes. Donc ils ont mis des wilaya contre wilaya, donc c'est leur méthode. Donc, mais je vous rends la parole. Moi, je comprends Farhat Maghraoui, c'est un cadre du fils. Ils ont beaucoup souffert. Le peuple leur a donné une victoire. Donc c'est normal qu'ils tirent un peu, qu'ils parlent de leur souffrance. Mais je suis d'accord avec vous que les coups d'État, c'est depuis toujours. Hein. Et les coups d'État, bon, c'est bien de le rappeler parce que c'est l'état-major qui a utilisé, bien sûr, Ben Bella, donc en utilisant le bureau politique contre le GPRA. Donc ils ont toujours utilisé des civils. Tout le temps. Donc des civils qui sont des marionnettes. S'ils n'acceptent pas, en fait, d'appliquer à la lettre ce que le commandement militaire décide, voilà, ça finit toujours par un coup d'État. La preuve, Mbella, on l'a mis à côté juste après, parce qu'il n'a pas accepté à un certain... Et pareil pour Khedar. Khedar, on l'a assassiné, tout simplement parce que... Ils sont tellement nombreux. Et même Abdelhaq Ben Hamouda, il a commencé à dire, voilà, le civil doit prendre le pouvoir. On l'a éliminé, donc on a installé derrière une structure propre à l'état-major. Donc c'était eux, toujours, en fait, qui essayent par tous les moyens de diviser. Cette opération de division, maintenant... Pas seulement, maintenant, donc ils ont essayé, en fait, d'humilier, en fait, les femmes. Je ne peux pas dire ce qu'ils ont fait parce que moi je suis éduqué. Donc ils ont essayé de dire voilà, toutes les femmes qui participent, voilà le sort qui sera réservé, qui leur sera réservé. Donc, mais les femmes ont résisté, les étudiants ont résisté. Donc voilà, en fait, après le drapeau, on ne parle pas de drapeau, en fait, c'est comme si la présence d'un drapeau de notre culture, de la profondeur, en fait, culturelle du peuple algérien, qui transcende bien sûr toute la Berbérée, ils veulent l'éliminer complètement. Donc je pense que le pouvoir, de toute façon, ne peut pas vivre sans ça, parce que le peuple, aujourd'hui, on le voit très bien, il y a ce qu'on appelle en informatique un deadlock. Deadlock, c'est-à-dire un interblocage. Lui n'entend pas en fait le peuple, et le peuple ne veut pas de lui. Donc c'est un interblocage. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on doit passer à des propositions concrètes. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Mahdi, sur ces opérations de subversion. Disons, toutes ces pratiques de police politique, elles ne peuvent pas réussir. Vous savez, miser, ça ne veut pas dire réussir. Et toutes les cartes utilisées par le système, elles sont obsolètes. Ça veut dire que il faut toujours rappeler que le système actuel, il est vétuste. Il a un logiciel qui date des années 70-80. Il pense toujours que la société algérienne ou que les Algériens sont toujours régis par des réflexes de tribalisme, ou de clanisme, ou de régionalisme. Mais tout cela, c'est fini. Nous avons affaire à une nouvelle génération, surtout les 20-25 ans, voire jusqu'à les 30 ans, qui sont ouverts sur le monde, qui ont absorbé le monde, qui ont des attitudes qui ne sont pas celles de leur père ou de leur grand-père. Donc le système, il perd du temps, il fait perdre du temps aux Algériens. Mais il ne le sait pas, lui, qu'il est en train de perdre son temps? Il y a de mauvais conseillers, en tout cas. Par exemple, Gaët Salah, aujourd'hui, non seulement il est peut-être victime de sénilité, mais il est très mal conseillé. Pourquoi? Pour la simple raison que l'état-major, il mène le pays vers une impasse qui est très dangereuse. Pourquoi? Pour la simple raison que les Algériens veulent un départ pacifique du système, effectivement. Mais si l'état-major persiste dans cet entêtement, les Algériens risquent de perdre patience. Mais ça ne serait pas dans l'intérêt des Algériens s'ils perdent patience. S'ils sortent
des rails du pacifisme, et il faudra craindre que c'est eux qui vont payer la sauce. En fait, là, je vous ai tendu un piège. Pourquoi? C'est parce que les Algériens, c'est quoi leur véritable arme? L'arme la plus puissante. Le pacifisme. C'est le pacifisme. Absolument. Quand je dis perdre patience, c'est dire que vous m'avez posé un piège. Eh ben, parce que vous posez des pièges aux autres. Donc je vous disais que la Silmia, elle va encore gagner de Silmia. Le pacifisme va encore gagner plus de pacifisme. Et l'état-major et le système algérien, il ne peut pas répondre face au pacifisme des Algériens. Parce que dans le logiciel du système, il ne sait répondre qu'à la violence. Et ce que les Algériens ont tout bonnement compris, c'est le pacifisme qui va faire dégager ce système. Nous allons revenir sur les moyens qu'il faut faire pour trouver des solutions, pour dégager nos représentants, enfin pour les faire émerger. Mais sinon, Idil, sur ces méthodes de subversion? Moi, ce n'est même pas des méthodes de subversion, c'est des propos, c'est des manœuvres classiques d'instrumentalisation de la société. Pour moi, le 22 février est un mythe fondateur du nouveau peuple algérien. C'est un mythe fondateur. Il faut qu'on prenne conscience que c'est un mythe fondateur. Toutes ces manœuvres visant à opposer les Algériens, une catégorie d'Algériens, une autre catégorie d'Algériens, les Kabyles aux Arabes, les Mozabites aux Chamba, etc., les tribus Targhi aux tribus arabes dans le sud, pour le moment, ne prennent pas corps. Par contre, où l'essentiel du travail, quand nous allons arriver à la constituante, là où le préambule de la nature du peuple algérien, de sa situation géographique, les aspects idéologiques, alors à ce moment-là, il faudra craindre, non pas pour la sécurité du pays, mais craindre que les chocs idéologiques seront frontaux. Il y a des conservateurs, il y a des berbérisants, il y a des laïcisants, c'est à ce moment-là que l'essentiel du débat va se cristalliser. Se posera ensuite la définition du régime algérien. Quel régime? Hyper-présidentiel comme on l'a vécu depuis l'ouverture? C'est pas possible. Semi-présidentiel, parlementaire, déséquilibre, ça va. Ces questions-là. Toute l'architecture institutionnelle. Mais pour le moment, vous ne craignez pas que la mayonnaise traîne? Moi, je ne crains pas parce que nous avons tous, les uns et les autres, quelles que soient nos options philosophiques, idéologiques, un objectif commun, comme l'a si bien dit Mahdi, c'est la chute du régime. La chute des pratiques du régime, même pas du régime, du pouvoir, du système, de l'état profond, le déconstruire et amener le pays ensuite vers... Parce que se pose à nous, M. Benchelouf, on en a parlé souvent sur les plateaux, il y a deux voies. Le préalable, c'est que le peuple qui sort à millions vous dit « je ne veux pas de cette constitution, je veux une transition ». Il faut que l'état-major soit maintenant à l'écoute. Dire, ils ont peut-être raison, ce peuple-là, parce que généralement, le pouvoir grise. Non, lui est en train de dire non, on ira vers les élections du 4 juillet. On sait très bien qu'en 4 mois, on ne peut pas raisonnablement organiser des élections présidentielles en nettoyant le fichier, en mettant tous les moyens possibles et imaginables. C'est impossible. Dans 2 mois, pas dans 4 mois. Voilà, oui. En mai et juin. Oui. Ouais. Parallèlement à ça, qu'est-ce qui va se passer? On a 2 voies, on n'en a pas 36 000. Soit la transition commence par assainir le fichier électoral, préparer les conditions dans lesquelles l'élection présidentielle doit se dérouler, que les candidats, la loi électorale change, que les candidats puissent déclamer leur programme, et on passe au vote en minimisant les risques des fraudes. Et je ne pense pas que cette fois-ci, avec la jeunesse qu'il y a dehors, impossible qu'il y ait de fraude. Si on met un algorithme, je parle sous le contrôle d'un informaticien, qui recense les résultats bureau de vote par bureau de vote, il ne risque pas d'avoir beaucoup de voix. Par contre, il y a une autre voie. Ensuite, si on va vers cette élection présidentielle, le président de la République, parce que le préalable aussi, c'est que le peuple doit dire la constituante. Est-ce que ce sera un président légitimement élu et proprement élu d'une manière sincère dans le sens administratif du terme, qui entamera la transition et qui ira vers la constituante, ou alors est-ce qu'on passe par une constituante avant, qui sanctionnera notre constitution et qui passera à l'élection présidentielle et qui, à ce moment-là, avec la nouvelle architecture institutionnelle qu'aura à l'intérieur de la Constitution, on pourra aller. Donc c'est 2 voies. Soit nous passons par une élection présidentielle et une constituante après, soit c'est une constituante et l'élection présidentielle. En dehors de ces 2 voies, moi je ne vois pas de solution. On va voir quelques images d'Elham et de Yahya devant la justice, puis nous revenons au débat. Là, c'est Elham, l'ex des GSN,
qui arrive devant le palais de justice. Mais je n'ai pas compris, est-ce qu'il est dans un panier à salade ou est-ce qu'il est arrivé en voiture? Non, on nous a montré le panier à salade, mais l'Amen n'est pas arrivé dans ce panier à salade. Hein. Il est venu dans une voiture pour que nos téléspectateurs ne pensent pas que nous sommes en train de... Et on va le voir arriver dans une berline. Voilà la voiture qui arrive. C'est pas un panier à salade, rassurez-vous, mes chers amis. Et voilà, monsieur Hamel. Voilà. Et puis nous allons voir les images de Yahya. Et curieusement, vous allez voir que le policier va le saluer. Vous allez voir. Alors regardez la belle petite voiture toute modeste, une Skoda. Hein, c'est plus les grandes limousines. Et le policier qui le salue. Voilà. Monsieur Yahya qui arrive... escorté de garde du corps. Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, qui sera la dernière, il nous reste une douzaine de minutes à peu près. Comment faire? C'est la question que je pose à chaque fois, parce que c'est la question qui se pose. Je pense que je peux commencer. Non, mais je n'ai pas encore posé la question. Comment faire pour que... Parce que moi, je sais que le régime ne va pas partir comme une bulle de savon qui crève au soleil. Il va falloir partir progressivement, lui donner des assurances. Comment faire pour qu'il se retrouve d'un côté de la table et nos représentants de l'autre côté? Comment faire pour désigner ces représentants? Nous avons vu tout à l'heure une initiative populaire à Sétif de jeunes qui ont commencé à poser la question aux gens. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous organisions une démocratie directe pour désigner nos représentants? Est-ce que vous pensez que nous pourrions trouver... Moi, il nous reste une douzaine de minutes, il faut aller vite. D'accord, je vais essayer en fait de développer le point parce que c'est le point le plus important. C'est le point nodal, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est le point le plus important. Aujourd'hui, on a besoin en fait de composer en même temps la pression sociale et la conjuguer à d'autres éléments en fait de pression. Sans ça, on n'y arrivera pas. On va faire les marches et puis le vendredi prochain, on va à une autre marche. Donc nous avons besoin d'une solution réfléchie, bien sûr. Moi, je proposerai une. Hein. Donc il faut aujourd'hui passer à quelque chose qui va permettre en fait de faire une liste préétablie, parce que si on passe comme ça en fait par des élections dans la rue et tout, c'est pas sécurisé, c'est dangereux. Et on a vécu en 2001. Alors, comment désigner en 2001, c'était comme ça. Donc comment désigner cette liste? Ils ont commencé en fait à éliminer les militants. Ah, ils sont pas bons. Ces militants-là, ils nous dérangent parce que les partis politiques, ils sont pourris. Après, les partis politiques, on n'en veut pas. Après, les personnalités, on n'en veut pas. Donc, on s'est retrouvé avec deux éléments de service. Ils sont partout. Hein. Ils sont partout. Mais comment faire? Et tout le temps. Ils sont actifs. Et donc, aujourd'hui, il faut une liste des personnalités préétabli. On connaît les personnalités, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais doucement, s'il vous plaît. Ouais. Comment vous dites préétabli? Établi par qui? Établi par les Algériens. Ils sont d'accord. Par 20 millions d'Algériens qui sont dans la rue? Ils sont d'accord en fait sur un certain nombre de personnalités. On leur proposera une liste. Par exemple, des Tahar Khalfoun, des Mustafa Bouchachi, des gens connus qui sont intègres, propres. Mais ce que vous connaissez, vous, ne sont pas militants. Oui, je suis d'accord. Si on n'arrive pas à s'entendre sur 20, on va mettre 30. Si on n'arrive pas à s'entendre sur 30, on va faire 40. Par contre, on doit sécuriser derrière. Et c'est ça, en fait, on va rajouter un peu d'intelligence à cette liste. Comment on va sécuriser derrière? C'est-à-dire, on va faire une feuille de route. C'est nous, le peuple, qui va faire cette feuille de route. Moi, je peux proposer quelque chose, mais on va se mettre d'accord sur une feuille de route qui va y aller de A jusqu'à Z. Et les gens qu'on va désigner pour faire la transition vont appliquer à la lettre cette feuille de route. Ils n'ont pas le droit en fait, de rajouter ni un point, ni deux points, ni trois points. Mais qui va établir la feuille de route? La feuille de route, c'est le peuple qui va l'établir. Mais comment? Justement, mais tard. Après moi,
comment le peuple va établir, comment 20 millions de personnes vont établir une feuille de route. Les collectifs, les associations, les ça, comités autonomes peuvent se mettre d'accord. Ça, c'est pas le peuple, ça, c'est des corps intermédiaires. En fait, je veux dire, et même la société civile peuvent se mettre d'accord. Moi, je donnerais une feuille de route. Voilà, moi, je pense que j'ai travaillé avec d'autres personnes qui sont d'accord en fait sur une feuille de route. Qui part en fait parce que l'objectif principal de notre belle révolution, c'est qu'ils doivent tous partir. Et une fois, en fait, ça c'est la condition de base. Et ensuite, le comment, je vais te dire le comment. Donc, on va commencer par un gouvernement. Parce que les deux doivent parler. Je suis d'accord. On va commencer par un comité de transition ou un gouvernement provisoire où on va se mettre d'accord sur les termes jusqu'à l'installation d'une assemblée constituante qui va mettre en place une véritable en fait, oui, mais constitution. pour arriver à ça, c'est... Et ça, il suffit de travailler. En fait, l'intelligence collective permettra en fait de mettre en place cette feuille de route et c'est pas compliqué. Hein. Comme disait un de mes amis, en quelques minutes tu peux rédiger une constitution. Donc eux ils nous font peur, ils disent qu'en quoi non c'est pas possible. Et moi je dirais une chose. Même si certains ils disent qu'en quoi c'est difficile. Je vais être obligé de vous interrompre. Je donnerai juste l'exemple de l'Indonésie. 366 ethnies, ils ont réussi à faire leur transition. Donc les ethnies ou les différences ne poseront aucun problème. Moi je n'ai pas peur. Je fais confiance aux Algériens et on y arrivera. Mehdi Bsikri. Mais là, je vais mettre le temps. Là, c'est 3 minutes. Bien sûr. Alors, en fait, c'est-à-dire, en partant de la réalité, c'est-à-dire que Gaïd Salah veut imposer les élections. Et il a tort parce que, bon, il se trompe lourdement puisque le peuple algérien refuse d'aller aux élections du 4 juillet. Ça, c'est la réalité du terrain. Très bien. Et en même temps, le peuple, une bonne partie en tout cas, demande le départ de Gaïd Salah. Maintenant, il faudrait savoir que quand est-ce qu'il y a une période de transition? Les périodes de transition viennent quand il y a un vide. Non, mais d'abord, oui. Comment désigner? Non, justement, j'allais venir à ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une période de transition, comment elle vient? C'est-à-dire, dans le cas algérien, en fait, elle vient quand il y a un vide juridique, ou en tout cas, une situation politique qui n'est pas textualisée dans l'actuelle constitution. C'est-à-dire, puisque la société algérienne demande le départ de Ben Salah et le départ de Fenech et la dissolution du gouvernement Badoui, automatiquement et de facto, on entend de cette période de transition. À partir des démissions de Ben Salah et de Fenech, la Constitution ne dit plus rien. Ce n'est pas écrit. Très bien. Maintenant, il faut rassurer les citoyens. Un vide institutionnel, ça peut arriver dans n'importe quel pays du monde. Un vide institutionnel, c'est une situation qui n'est pas tout simplement écrite dans un texte constitutionnel. Très bien. Situation d'exception, c'est tout à fait d'accord. Voilà, c'est pas la règle, c'est exceptionnel. Très bien. Et ça peut arriver même dans... Vous allez épuiser votre temps et vous n'avez pas fait votre proposition. Très bien. Maintenant, concernant la feuille de route, la première des choses, c'est que l'état-major de l'armée comprenne que c'est à la société algérienne de faire de la politique et que lui, il doit se retirer de ce champ politique. La mission, c'est la surveillance des frontières contre les menaces extérieures, ce qui est connu pour toutes les armées du monde. Maintenant, comment la société algérienne peut mener la période de transition? La première des choses, et le point le plus important, c'est la continuité de l'État. À travers quoi? C'est-à-dire qu'on peut imaginer plusieurs mécanismes. Il y a plusieurs propositions. Aujourd'hui, il y a la proposition de la coordination de la société civile en Algérie. Il y a aussi notre proposition, elle s'appelle Initiative nationale de médiation. C'est-à-dire autant de propositions qu'on peut débattre. Mais le schéma général, on peut imaginer que dans chaque wilaya, par exemple, les résidents de chaque wilaya élisent des représentants. Ou peut-être, par exemple, les corps intermédiaires élisent à l'intérieur de leur corporation, du syndicat autonome, ou des associations libres, ou même des comités étudiants, c'est très important aussi, élisent leurs représentants. Pour faire, où est-ce qu'ils vont y aller? Pour siéger dans une sorte de conseil de transition, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Un congrès du peuple. Un congrès du peuple, on peut lui donner le nom qu'on veut. Qui pourrait élire à son tour un conseil de transition. Les membres de ce conseil de transition, de ce congrès du peuple, éliront à leur tour une chiffrée d'État. Ça peut être un chef d'État ou là 3 personnes qui vont composer la présidence d'État collégial. Très bien. Le conseil de transition Hadaya va mandater cette chiffrée d'État pour désigner un gouvernement transitoire de compétences, mais chez d'union nationale ou de consensus, de compétences. Pour gérer les affaires courantes. Très bien. Et tous ceux qui auront une charge transitoire, que ce soit le conseil de transition, la chiffrée d'État ou le gouvernement de transition, ne vont pas se présenter pour un mandat après. Puis, après la période de transition. Il reste plus de temps. Très bien. Je termine. La période de transition démocratique, on peut lui donner 1 an. Pour assigner le fichier électoral, pour mettre en mécanisme des instances pour organiser des élections, pour abroger les lois liberticides, c'est très important. Après, il y a 2 options. Il y a ceux qui sont pour organiser des élections présidentielles, après avoir assigné le fichier électoral, et après
avoir dissocié l'instance d'organisation des élections de l'administration. Sinon, et ce qui est mon cas et pas mal d'amis, aller directement vers une assemblée constituante qui va élaborer une nouvelle constitution où le plus important dans tout ça, c'est la séparation des pouvoirs, la garantie des libertés, et garantir la liberté des contre-pouvoirs et l'indépendance de la justice. Et dire 3 minutes. Oui, bon, ce qu'il faut dire, c'est-à-dire c'est les deux propositions de M. Cisseri et de M. Biskri. Il y a des difficultés à les réaliser, parce que c'est un problème de méthode. Nous sommes tous d'accord sur le constat, mais comment organiser tout ça? Le préalable, c'est mettre d'abord l'état-major en situation, voilà. C'est de mettre en situation. Non, mais à supposer que tout ça a été fait. C'est très comment important. faire pour désigner nos représentants? J'aimerais que vous alliez au vif du sujet, parce que comment faire pour désigner nos représentants? Ah non, mais c'est un problème de méthode à ce moment-là. Moi, je suis partisan, enfin j'y ai réfléchi un petit peu. Il y a des corps intermédiaires qu'il faut à tout prix... il y a des associations qui sont propres, qui sont présentes sur l'ensemble du territoire. Les syndicats autonomes. Il y a, évidemment, ça c'est la société civile, les corporations. Par contre, se posera un problème. La rue, dans l'état où elle est, quand elle manifeste, elle ne peut pas promouvoir des individus, sauf s'il crée de grands collectifs, mais des collectifs à dimension nationale, avec une plateforme commune qui irait vers la société. Mais ça prendra du temps. Maintenant, la dialectique, elle se situe où? Elle se situe entre l'état-major et la rue. On a l'opposition. Vous voyez, M. Benflis soutient la démarche de l'armée. C'est déjà une fissure dans cette espèce de rassemblement de l'opposition avec M. Djaballah et consorts. L'armée, elle compte justement, l'état-major compte sur la fracture de la pseudo-opposition parce qu'elle est tétanisée, elle n'a pas de solution. Elle n'a pas de solution. Regardez, il y a beaucoup de partis politiques qui sont en silence radio, qui ne font même pas des propositions, qui n'arrivent même pas à discourir avec la société en mouvement. C'est ça qui est très étonnant. L'idéal, ce serait que les grandes associations nationales, les associations régionales, il faut qu'il y ait un bouillonnement intellectuel, politique. L'université. Les syndicats d'étudiants. Parce qu'il y a plusieurs démarches. Mahdi l'a bien dit, il y a l'histoire de la médiation nationale. Il y a eu le communiqué des associations, des syndicats libres et ça, c'est un départ. Parce que les interlocuteurs par rapport à l'armée, il faut qu'ils aient un minimum de crédibilité. Parce que si on rentre dans ces histoires d'élire, pas élire, ça, on ne s'en sortira jamais. Merci Idirou Noren, merci Tahar Cisseri, merci Mahdi Biskri, merci Jamila Harshawi, merci Hassan Moussi, merci Farhat Mghlaoui, merci Karim Tabou. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair, bislama. وكلاش القتالين طحتوا في يدين